Je commence par cette image d'Orphée. Orphée qui est adopté par la tradition syriaque, et sans doute Ephrem a vu cette mosaïque à Édesse et a pu faire le lien avec les chants qu'il a composés. David Bar Paulos, abbé d'un monastère syriaque du 8e, 9e siècle près de Mossoul, écrit dans une lettre: vous devez réaliser que toute forme de sagesse vient des Grecs. L'apport du grec au syriaque a été considérable, avec toute la richesse qu'apporte la complémentarité des deux cultures entre elles, l'une indo-européenne et l'autre sémitique. Comment les Syriaques ont-ils réussi à se constituer une identité à partir de là? En effet, leur intérêt pour les auteurs grecs, et pas seulement les pères de l'Église, n'a cessé de se manifester dès le IIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, avec des variantes, comme le signale Sébastien Brock. Le IVe siècle, une période essentiellement sémitique. Les 5e et 6e siècles, transition plutôt rapide vers un littéralisme des traductions. Troisièmement, du 7e au 9e siècle, un pic de l'assimilation. Et quatrièmement, du 9e au 13e siècle, le mouvement de traduction d'autres auteurs que les pères, en lien avec les musulmans de la Beth el-Hikma des Abbassides à Bagdad. Voici le plan. Les premiers écrivains et les Grecs, résistance ou inculturation, l'expansion du grec en monde syriaque, le contenu de la transmission et ses modes. Troisièmement, les auteurs disparus en grec et conservés en syriaque. La quatrième, la Renaissance syriaque, des parties plus courtes. Et enfin, la dernière, je la sauterai parce que le temps ne suffit pas. Les premiers écrivains et les Grecs, résistance ou inculturation. Le petit royaume où la langue syriaque prend ses origines vers le IIe siècle, l'Osroène, sur la rive gauche de l'Euphrate, va du sud de la Turquie à l'est de la Syrie actuelle, ou au nord-est, si vous voulez, jusqu'à la frontière avec l'Irak. Ça vous permet de voir que c'est à cheval sur la Turquie et la Syrie. C'est une région de passage appartenant au croissant fertile, marquée par l'assimilation des divinités grecques, la présence des Juifs, des Manichéens. La position des Syriaques est donc un carrefour, mais ils reçoivent aussi l'influence grecque. Une figure très significative aux origines de la spécificité syriaque est Tatien. Il est d'origine orientale, il est formé en contexte de grec, il écrit en particulier le Diatessaron, auquel a fait référence le précédent conférencier. Mais ce texte, qui réunit en un seul récit les 4 évangiles, va se diffuser surtout à l'Orient, jusqu'à sa censure par Raboula d'Édesse, qui va encourager la vulgate syriaque, à savoir la pshita. C'est dans le milieu syncrétique et bilingue d'Édesse et de la région syriaque, dont Tatien est un bon représentant, qu'un certain nombre d'écrits hétérodoxes, gnostiques, judaïques ou judéo-chrétiens ont été écrits puis traduits en d'autres langues, dont le grec et le copte, et plus tard l'arménien, et ont finalement disparu ou laissé peu de traces. Un exemple significatif est Bardesane. Bardesane est constamment en interaction avec ses doctrines et celles de l'Orient. Dans ses hymnes contre les hérésies, Ephrem l'accuse d'avoir propagé l'erreur des Grecs en enseignant que c'est à partir des éléments que tout a été créé et établi. Donc Ephrem n'accueille pas Bardesane. La plus connue des œuvres qui soient attribuées à Bardesane prend la forme d'un dialogue dans le style de Platon sur le thème de la liberté humaine, le livre des lois des pays. Est-on conditionné par le destin, par la loi de son pays, par le mal, par le destin, les astres ou les lieux? Il répond que non, comme en témoignent les chrétiens qui ont les mêmes coutumes, quel que soit leur pays. Il se situe dans la tradition antifataliste de Carnéade et de Philon, en montrant que la providence, comme le jugement dernier, laisse la place à la liberté. Il a été traduit en grec, son œuvre a eu un écho dans la tradition grecque dont témoigne Eusèbe de Césarée qui le mentionne.
Bardezan est donc une figure exceptionnelle par son lien avec la philosophie grecque. C'est plus tard que se manifeste la grande influence grecque dans l'enseignement des écoles syriaques, à savoir les monastères, mais aussi les écoles urbaines d'Édesse à l'ouest et Nisibe à l'est. Édesse dans le contexte d'abord de Constantinople et ensuite Nisibe au moment de sa conquête qui devient persan. Pour ce faire, je vais aborder d'abord le contenu de la transmission, c'est-à-dire les programmes et la place des pères traduits, commentés et enseignés, puis les modes de transmission, le rôle des écoles et des controverses religieuses. Le contenu de la transmission, donc les écoles. Comment la transmission du grec au syriaque s'est-elle réalisée? L'école est un lieu de constitution d'identité. Sur le modèle grec, à Antioche et Alexandrie, naissent des écoles de pensée chrétienne, selon l'expression de Françoise Briquel, Châtonnet et Muriel de Biais dans leur excellent livre, un livre bref, sur le monde syriaque, très bien illustré d'ailleurs, paru en 2017. Leur activité dans ces écoles va se concentrer sur l'exégèse. Et pourquoi? L'école d'Antioche s'appuie sur l'idée qu'il y a une paideia divine dans la révélation. En effet, la révélation est transmise dans le langage humain. Étant de nature rationnelle, l'homme a besoin d'être formé et les ressources de la philologie et de la rhétorique grecque et de la philosophie, devrais-je ajouter, non seulement contribuent, mais sont les bases de cette éducation. Les écoles connaissent 3 étapes de formation avant l'étude de l'interprétation des textes sacrés, la lecture, tout simplement apprendre à lire et à comprendre aussi, puis la grammaire et ensuite la rhétorique. Cela va jusqu'à l'étude de la philosophie, de la logique avec Aristote, et ce qui est vrai de ces écoles est vrai également des monastères. Mais il n'y a pas que cette dimension exégétique et théologique. Et une grande figure le manifeste, c'est Sergius de Resh Araina, mort à Constantinople en 536. Il a étudié à Alexandrie. Il a exercé comme médecin en Syrie, archiatre, dit le récit. Il a traduit Galien, le pseudo-Denis l'Aréopagite, les Centuries d'Évagre, Aristote, Alexandre d'Aphrodise. Il a traduit du Plutarque, du Lucien et du Thémistios, mais aussi écrit des commentaires d'Aristote et de Porphyre, de l'Isagogé. C'est Sergius de Resh Araina qui a introduit Aristote dans le monde syriaque. Sévère Sébocte est aussi une grande figure dans le domaine de l'astronomie. Alors, les pères traduits, commentés et enseignés, mais pas seulement. L'influence des pères grecs va apparaître très fortement dès le IVe siècle. Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze sont traduits. Ce dernier est pris comme modèle d'éloquence à la place de Démosthène. Les pères cappadociens étaient plus proches géographiquement des Syriaques et ont eu des échanges avec leurs théologiens. Sébastien Brock signale que les traductions des pères grecs circulaient beaucoup. En témoigne une lettre de Timothée Ier qui demande à son ami Serge de chercher discrètement des manuscrits, dont les discours d'Athanase contre les Ariens, alors qu'ils sont d'églises rivales, Église de l'Est et Église de l'Ouest. À partir de Sévère Sébocte, les commentaires des pères sont associés à ceux de l'Organon d'Aristote et à l'Isagogé de Porphyre. Mais il y avait la place aussi pour des auteurs comme Homère, comme en témoigne Antoine de Tagrite dans son traité sur la rhétorique. 4 figures antiochiennes vont être déterminantes dans l'enseignement. Théodore de Mopsueste, originaire d'Antioche, vous le connaissez, parce que surnommé l'interprète, parce que grand commentateur de l'écriture. Nestorius, né à Germanicie, au nord-est d'Antioche, leur origine est importante, en Cilicie, d'une part, pour le côté ouest, côté est, pardon, je ne me trompe pas, du côté de l'Orient, du côté de l'Église de l'Est, de l'Irak actuel, en gros,
Ce sont les pères les plus influents. Et du côté ouest, du côté de la Méditerranée, Sévère d'Antioche, né en Pisidie, à l'ouest d'Antioche, et Jacques Baradé, né à Théla, près d'Antioche. Donc, vous voyez l'ensemble antiochien que cela peut représenter, mais tous les quatre vont s'exprimer en grec. Il y avait donc des écoles importantes dans le monde syriaque, avec un grand nombre d'élèves bilingues, ainsi que des écoles paroissiales, vrais lieux d'études établis dans les villes et les villages. C'est James Watt qui dit ça. En particulier celle de Nizib, à l'est d'Édesse, d'où provient le premier manuscrit syriaque daté, rédigé en 411 et qui contient déjà des traductions du grec. Il existe un document qui s'intéresse directement à l'histoire de ces écoles, c'est le livre d'Ishordena de Bassora, l'histoire des fondateurs des monastères et des écoles, ou le livre de la chasteté, ça veut dire que la chasteté est requise dans les écoles. Des canons rappellent que les frères, tant qu'ils sont à l'école, ne feront ni pique-nique ni beuverie, qu'ils n'iront pas chez les Romains et ne feront pas de commerce, mais se consacreront à la Sainte Écriture. Un modèle de ce type d'institution est le monastère de Keneshre, en Syrie du Nord, entre Édesse et Antioche, sur l'Euphrate, donc bien sûr à l'est d'Antioche. Comme l'atteste le récit de la fondation de ce monastère par Jean Bar Aftonia, Jean Bar Aftonia a son père rhéteur, sa mère qui s'est chargée de son éducation à la manière grecque, et ses frères qui ont été formés selon les canons de la culture grecque en 537, avant 537. Les riches bibliothèques des monastères contribuent également à la qualité de l'enseignement. L'extension maximum connue de l'influence grecque est manifestée par un père du IXe siècle, Ishordad de Merv, ville du Turkménistan actuel à 2500 km d'Antioche, qui lisait les commentaires de Grégoire de Nice dans le texte original, donc au IXe siècle. Ces commentateurs de l'écriture constatent qu'il y avait le souci de ne pas se contenter d'un auteur, mais de s'appuyer sur plusieurs qui soient complémentaires, comme Basile de Césarée, mais aussi Jean Chrysostome, Évagre le Pontique, qui est condamné par Constantinople, ce qui est vrai de la grande figure du XIIIe siècle, Bar Hébréus, qui est un peu le point d'orgue de ces auteurs syriaques. Les modes de transmission, les controverses religieuses. Les controverses religieuses vont amener un approfondissement de la connaissance du grec pour une juste interprétation des textes du Nouveau Testament. Les débats autour d'Éphèse et Chalcédoine ont eu un rôle considérable. Les deux églises aux positions divergentes, sinon opposées, vont prendre naissance en Orient et leurs fondateurs se sont tous exprimés en grec. Les syro-orthodoxes, appelés souvent miaphysites, de l'Église syro-occidentale, tout en étant très attachés à la plupart des pères grecs, vont fonder une Église reconnue et acculturée en monde syriaque. La situation d'Antioche, la ville bilingue syriaque-grecque, comme on l'a rappelé, Catherine Brault l'a rappelé ce matin, comme l'écrit Andreas Juckel, la réception des pères grecs a fortement marqué l'identité des syro-orthodoxes, au point qu'ils ont acquis une identité théologique spécifique enracinée dans la tradition des pères grecs, et en particulier de Cyril d'Alexandrie. Vous voyez bien qu'antiochien, c'est Cyril qui a dominé. Ils assument complètement leur fondation grecque, même si cela les a amenés à se séparer de la grande Église. Mais il en va de même pour les syro-orientaux dits nestoriens, comme nous l'avons vu avec Théodore de Mopsueste et Nestorius, mais surtout Théodore, dans une moindre mesure. Troisième grande partie, les auteurs disparus en grec et conservés en syriaque. Directement liés au rejet des syriaques miaphysites et aussi des nestoriens par la grande Église, un nombre important, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est les problèmes de conversion de Word en PDF.
Directement lié au rejet des Syriaques miaphysiques et aussi des Nestoriens par la Grande Église, un nombre important d'écrits en grec subsistent seulement dans leur traduction syriaque. Grâce à une recherche dans les clavis ou claves au pluriel, Patrum Graecorum CPG, la CPG, maintenant en ligne, donc clavium donne tous les éléments contenus dans les claves. J'ai répertorié 356 œuvres disparues en grec sur 801 entrées. 356 œuvres. Il est vrai que sur les 801 entrées, 210 fois, il s'agit d'un ou plusieurs fragments et 97 fois d'une ou plusieurs citations. Le syriaque est donc essentiel pour toute une partie de la littérature grecque chrétienne. Parmi ces œuvres, dans les œuvres condamnées en Occident, il y a Théodore de Mopsueste, Nestorius, bien sûr, Sévère, Jacques Baradé et 33 autres auteurs grecs miaphysites dont les écrits ne sont plus accessibles aujourd'hui en grec, ainsi que parmi les miaphysites, Rufus et Zacharie le scolastique. Vous voyez l'importance de cette conservation en syriaque de textes grecs. Les auteurs disparus en grec et conservés en syriaque. Mais donc, il y a, dans la suite de ce que je viens de dire, d'autres auteurs très importants, l'Apologie d'Aristide, donc récemment édité à source chrétienne, 2 écrits d'Eusèbe de Césarée, 17 traités d'Évagre le Pontique, en cours d'édition par Paul Géin à source chrétienne, 24 homélies attribuées à Jean Chrysostome, 7 de Sévérien de Gabala, 9 écrits de Nil d'Ancire, dont un commentaire sur le cantique édité par Marie-Gabrielle Guérard à source chrétienne, 16 lettres de Cyril d'Alexandrie, plusieurs œuvres des Cappadociens, c'est dire la richesse de cette transmission en grec par le syriaque. Elle va s'enrichir encore avec ce qu'on appelle la Renaissance syriaque. La Renaissance syriaque, les Abbassides, qui règnent à Bagdad de 762 à 1258, vont avoir une politique d'ouverture culturelle visant à faire d'eux les héritiers légitimes des anciennes dynasties et cultures antérieures, que ce soit les dynasties perses et d'autres, et la bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr. Le plus visible est la contribution des traducteurs, principalement syro-occidentaux, et des philosophes syro-occidentaux et syro-orientaux à la Renaissance classique sous les Abbassides. John Watt mentionne également plusieurs exemples de savants syriaques chrétiens formés dans les écoles monastiques et devenus proches des autorités musulmanes au point d'être établis, par exemple, comme chefs des logiciens. La logique étant un moyen d'aborder l'écriture, dit un auteur syriaque de cette époque. Ainsi, Grégoire de Nice est mentionné comme philosophe dans le traité de Yahya ibn Arabi, ainsi que la réfutation de Nestorius par Jean Philopon. La méthodologie issue de la pensée d'Aristote sert à la formation de la théologie, le kalam en arabe, et de la science profane en islam. Le travail de traduction est libéré des pressions religieuses. Donc les musulmans permettent de sortir des conflits religieux entre Église de l'Est et Église de l'Ouest. Les savants syriaques se forment philosophiquement après l'an 1000 auprès des commentateurs arabes d'Aristote, donc il y a un échange entre les deux. On entre dans une phase où la rationalité cherche à s'exprimer par la constitution d'un langage commun aux chrétiens et musulmans en utilisant la dialectique et en constituant une scolastique dont Bar Hébréus au XIIIe siècle sera la figure accomplie. Les Écritures saintes et la patristique forment ensemble l'autoritas. Alors, je ne sais pas, il me reste combien de temps? 1 ou 2 minutes. Donc, je vais conclure. Je saute donc toute cette partie-là. Sur la langue, vous verrez les exemples qui sont pris, vous pourrez
voir un petit peu comment ça se présente. Alors, je trouve sur la bonne page de conclusion. En conclusion de ce chapitre, je vais faire la conclusion du chapitre sur la langue. En conclusion de ce chapitre sur la langue, on peut dire que l'énorme travail de traduction du grec en syriaque va modifier la langue syriaque. Sans doute y a-t-elle perdu de sa spécificité, mais c'est grâce à ce travail de traduction qu'un petit dialecte va avoir le rôle et l'extension culturelle que nous connaissons jusqu'à faire connaître la philosophie grecque aux gens de l'islam qui la transmettront à l'Occident médiéval. Le syriaque permet une expression plus proche des sources judéo-chrétiennes qui s'est manifestée dans la Pshita, la Vulgate syriaque, mais aussi dans la forme majeure des hymnes d'Éphrem de Nisib et de ses successeurs, qui ont non seulement été un genre littéraire profondément sémitique, qui a inspiré de très grands successeurs comme Narsaï et Jacques de Sarouk, mais qui ont aussi influencé l'Occident, comme nous l'avons vu chez Romanos Mélode, comme l'a brillamment présenté le précédent conférencier. Mais du côté grec, dans l'autre sens, les chrétiens syriaques avaient soif de connaissances et de formation parce qu'ils se rendaient bien compte de leur enclavement. Cet effort les a amenés à assimiler dans une large mesure les pères de l'Église et philosophes grecs. Cette recherche de connaissances et d'identité n'a pas eu lieu sans qu'ils deviennent le réceptacle désigné des grands débats de la théologie du temps. Le dialecte araméen d'un petit royaume menacé entre l'Empire grec et l'Empire perse est devenu vecteur de culture pour l'Arménie, la Géorgie, l'Égypte et finalement le monde arabe et persan. En témoigne cet exemple sur lequel je veux conclure. Si à Bagdad, au Xe siècle, reparaît l'exemple du roi, philosophe et philanthrope, cette figure issue de Platon développée par les Cappadociens, c'est grâce à la connaissance qu'en avait le philosophe arabe Abu Nasr al-Farabi, mort en 950, par l'intermédiaire de rhéteurs syriaques comme Antoine de Tagrit. Ainsi, les Syriaques n'ont pas seulement traduit, ils ont aussi influencé la philosophie arabe, et ce n'est pas par hasard si 2 siècles après, l'Occident entre en débat avec l'interprétation d'Aristote par les philosophes arabes. Les Syriaques se sont montrés ainsi fidèles à l'héritage qu'ils avaient reçu des Grecs.